Ce nouveau prix tout frais a dévoilé en début de semaine la liste de ses 8 finalistes. Il s'appelle Hors Concours et il vise à défendre les grands oubliés des prix, à savoir les petites maisons d'édition indépendantes dont la richesse est absolument incroyable en France et dont pourtant très peu d'ouvrages arrivent à émerger dans cette espèce de terrain de lutte qu'est la rentrée littéraire. C'est Gaëlle Boé, programmatrice au Salon du Livre Paris, mais qui est passée par à peu près tout au long de sa carrière par à peu près tous les métiers de la chaîne du livre, qui a décidé de monter ce prix. On dit de ces phrases courtes qu'elles sont miraculeuses d'énergie, sans gras ni manière. De ces mots qu'ils sont délicats comme des haïkus ou violents comme des portes qui claquent. Oui, avec sa brièveté, ses textes où la parole est une action, son écriture a quelque chose de Duras. Elle dit qu'elle invente une langue pour ceux qui n'ont pas la parole. Avec elle, on entend leur poésie hors du commun, au sens propre, comme celle de sa mère, japonaise, élevée en Mandchourie, Kumiko, qu'on trouve dans Spéracurel. Son premier livre est recueil d'instants et aujourd'hui dans un roman fiction qui raconte sans jamais négocier avec le pathos, mais toujours avec grâce et humour, ces moments où peu à peu, Kumiko a perdu la tête jusqu'à ce qu'avant soit ce pays qu'elle a oublié. Fonder une maison d'édition, oui. D'abord, ça m'est un peu tombé dessus de me rendre compte que j'avais une affinité avec les textes parce que j'ai fait des études techniques, scientifiques, je travaille dans un milieu technique et il s'est passé plusieurs choses en parallèle à cette époque de ma vie qui est le début des années 2000. D'une part, j'avais mes gosses qui me laissaient du temps. Il s'avère que depuis les années 90, je travaillais à temps partiel. Et puis j'ai vu des copains perdre leur boulot et se trouver dans la débine. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'outille. Et j'ai fait une formation complémentaire pour avoir un autre métier. Et c'était le métier d'éditeur. Je lis dans les transports. Et j'étais le genre de collègue, si ça m'avait plu, au café, j'embêtais mes collègues en leur lisant des extraits ce que j'avais lu. Et puis ils l'accueillaient ou pas, c'était leur problème à eux. Voilà. Mais moi je faisais de temps en temps ça, ou même assez souvent ça. Et puis après il y a eu Internet. Et puis les collègues qui aimaient bien être dans ce genre de relation avec moi, je me suis mise à continuer de leur envoyer des extraits de texte. Et puis quand les gens me voyaient faire, ils me disaient qu'est-ce que tu fais, j'expliquais. Donc je me suis mis à envoyer à plusieurs utilisateurs, comme Internet permettait de le faire. Et puis j'ai structuré ça en un journal. Donc j'ai fait un journal hebdomadaire de bribes de lecture qui a duré, cette démarche-là elle a duré plusieurs années. Et puis les gens m'envoyaient des textes en retour et quelquefois des trucs qu'ils avaient écrits eux. Et il s'avère que moi aussi j'écris des trucs. Et donc j'ai fait une deuxième chose qui était une revue, un fanzine, qui était un PDF que j'ajoutais à mes emails dont je viens de parler, ce fameux journal poétique paraissant le mercredi qui s'appelait Underground. Et donc comme je recevais ces textes, j'en ai fait un journal mensuel que j'ajoutais, que je joignais aux emails. Et c'est devenu... ensuite j'ai posé ça sur un blog. Et je me suis rendu compte que ça correspondait à un métier qui est le métier d'éditeur. Alors évidemment, je connaissais le mot dans la langue française, je connaissais quelques grands noms d'éditeurs du passé, mais je ne m'étais pas posé la question de aujourd'hui c'est un métier qui existe. Et puis tout ça a cristallisé, et puis j'ai appris qu'il y avait une formation métier d'éditeur, et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Et c'est ça que j'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant. Il y a des tas d'écritures du passé qui sont magnifiques, mais moi, ce que j'aime bien, c'est aller à la rencontre d'écritures d'aujourd'hui, de voix d'aujourd'hui, qui parlent du monde dans lequel on est, et pas du XXe siècle, et pas du XIXe siècle. J'aime bien la fiction. Ça m'ennuie beaucoup quand on m'explique longuement des choses. Moi, j'aime bien qu'on me les donne, qu'on les fasse advenir pour moi. Et j'aime bien quand je lis que l'histoire surgisse. Les textes que j'accueille dans la maison d'édition, ils présentent ces caractéristiques. Un jour, j'avais employé la métaphore de la boîte à forme. Il y a de très bons textes, mais c'est pas pour moi, parce qu'ils n'entrent pas dans mes fourches codines. Parce que pour publier un texte, en tant que maison d'édition de petite taille, dans le domaine extrêmement concurrentiel qu'est le livre, eh ben, c'est nécessaire de l'aimer au point qu'on se sent capable de le défendre. Si c'est moi qui monte au créneau pour qu'il se retrouve sur les tables des librairies, il faut qu'il y ait une adhésion aux propos de l'auteur. Évidemment, l'auteur, c'est important pour moi qu'il ait une voix, une écriture, parce que l'écriture, c'est
J'aime ça comme j'aime la cuisine ou comme j'aime les robes. Il y a quelque chose, une beauté du langage qui est importante pour moi. Et il y a je vois un intérêt dans l'invention de langage, dans la façon de dire le monde. Et donc, mais la forme, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une forme sans fond, un fond sans forme, c'est rien. Une forme sans fond, c'est une boîte. Un fond sans forme, c'est une flaque qui va rentrer dans la terre et ça n'existe même plus. Et ce qui m'intéresse dans les textes que je sélectionne, c'est justement c'est ce juste mélange qui fait que ce que l'auteur a à me dire me parvient. J'ai lu les premiers textes d'Anna par l'intermédiaire d'une amie qui avait fait la même formation que Laurence et que moi, et qui m'a expliqué plus tard que très proche d'Anna, elle n'avait pas envie d'être dans une double posture, à la fois d'être son amie et de travailler avec elle. Elle me confiait ses textes et moi j'y ai vu quelque chose de très chouette parce que ça voulait dire qu'elle me faisait confiance, qu'elle avait envie de me les confier. Et moi j'étais une toute jeune éditrice, si je peux utiliser cet adjectif, et donc la confiance de quelqu'un, c'est quelque chose de très joli. Ça m'a fait plaisir. Mais si je n'avais pas aimé les textes, je les aurais pas aimés. Et en fait, je crois qu'il y avait 3 textes qui m'ont été confiés initialement. Et pour moi, quand je lis Anna, il y a un truc qui percute. C'est immédiat. Il y a une économie de verbes et une très grande richesse qui est donnée. Donc les deux à la fois, c'est une écriture que j'aime. Et donc j'ai demandé à cette amie les coordonnées d'Anna. On s'est vu très rapidement et puis quelques mois plus tard, ça a donné Spiracurel, qui était un recueil de récits de vie, de textes courts. Et puis la relation a continué puisque après 2 romans qui ont suivi, Kumiko est le 4e livre qu'on a fait ensemble. La personne que je suis se trouve gratifiée que le travail que j'ai choisi de porter en avant, l'auteur à côté de qui je me suis placée pendant plusieurs années, puisqu'on a commencé à travailler ensemble en 2008, qu'elle soit reconnue, c'est de facto, c'est une reconnaissance de mon travail, même si c'est bien évidemment son livre qui est primé. Mais mon regard ne s'est pas trompé quand je l'ai choisi. La grande difficulté de l'édition indépendante, de l'édition de petite taille, c'est en fait il y en a 2. On n'est pas à égalité avec des maisons plus grandes à 2 niveaux. Sur les conditions de commercialisation, ça coûte beaucoup plus cher de parvenir à faire vendre des livres quand on est plus petit, et on peut le comprendre parce qu'il y a beaucoup plus de gestes à faire et beaucoup plus de conviction à apporter pour qu'un libraire encombré des maintenant 78 000 parutions annuelles, il faut se rappeler qu'il y en avait 20 000 il y a 20 ans ou 30 ans. Donc il y a un travail à faire en plus pour être sur les tables des libraires, et il y a une très grande difficulté à intéresser et à créer de la visibilité, à créer de l'image de marque. D'abord, il y a plein d'excellentes choses, donc nous ne sommes pas les seuls dont il serait intéressant de parler. Et puis, ceux qui ont sur eux le focus et les réseaux qui leur permettent de s'exprimer et d'être transmis ont tout intérêt à occuper le terrain. Et c'est cette fameuse marche en avant, cette fameuse accélération de la production de livres. Et puis, tous les acteurs des métiers du livre et tous les acteurs de la presse et des médias sont sursollicités. Et donc, comme le disait l'un des jurés, ce prix a été pour lui l'occasion de lire des livres qu'il ne lit pas d'habitude. Il s'avère que c'est un monsieur à qui j'ai envoyé à plusieurs reprises des livres de Rue des Promenades, et je ne me faisais pas d'illusions sur le fait que ces livres avaient peu de chances d'être lus, mais il en fait lui-même l'aveu.
Et donc, être consacré par le prix hors concours, c'est forcément une promesse de davantage de notoriété. Maintenant, il faut relativiser cela parce que le prix hors concours, c'est la première échéance, c'est la première édition. Et donc, c'est un prix qui n'a pas encore lui-même une notoriété. Ceci dit, avoir été sélectionné par 240 lecteurs et dans une chaîne de 300 professionnels du livre, puis avoir été retenu à l'unanimité d'un jury de 5 journalistes de différents médias, c'est une véritable consécration pour le livre. Ouais. Alors c'est bien le projet de Gaëlle Boé, la cofondatrice du prix hors concours, et je parle d'elle parce que c'est elle que je connais et c'est elle avec qui j'étais en relation. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une grande richesse chez ces éditeurs qui prennent des risques très différemment des grosses maisons d'édition. Je ne voudrais pas dire que nous sommes ceux qui prenons des risques et pas les autres, c'est pas vrai. Mais on a une façon de prendre des risques qui nous fait ramener dans nos filets des choses qui peut-être n'auraient pas été retenues par d'autres maisons. Et donc il y a un grand intérêt collectif à cette valeur apportée dans le champ culturel. Et donc Gaëlle, voyant cela, et comprenant les difficultés de ce métier, puisqu'elle a animé pendant plusieurs années un réseau d'éditeurs indépendants, entre autres professions, et qu'elle côtoie aussi des très grandes maisons d'édition. Dans son travail, je crois qu'elle est programmatrice au Salon du Livre. Donc elle a eu envie de mettre en avant ces textes qu'elle aime, parmi lesquels elle a eu des lectures qui ont été pour elle des découvertes, en comprenant bien ce déficit de notoriété et en se sentant les forces d'agir là. Et ce qu'elle est en train de réussir à faire, parce qu'il y a une très belle première édition. Et j'espère pour elle que ça va continuer avec de plus en plus de visibilité. Comme disait plus ou moins Stig Dagerman, lui il employait d'autres mots puis il parlait d'autres choses, c'est juste une blague, mais je suis persuadée que notre besoin de fiction est absolument impossible à rassasier. Nous sommes des humains, nous avons un langage. Notre langage est ce qui nous permet de faire face à ce qui nous arrive, à l'hostilité de la nature, à la difficulté de la vie. C'est quelque chose qui nous permet de communiquer et d'interagir entre nous. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de dépasser la réalité et d'inventer. Et c'est notre place. Et si ça s'arrêtait, ça voudrait dire que nous ne serions plus des hommes. Nous serions devenus une autre forme vivante. Et donc j'ai aucune inquiétude pour le fait que des histoires vont continuer à exister et que les humains vont continuer à avoir quelque chose à dire sur la vie, sur la leur, sur celle de ceux qui sont passés avant eux et sur celle qu'ils imaginent pour ceux qui les suivront. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le livre l'industrie du livre est dans un moment de grande mutation. Alors, vous parliez d'encourager ou de conseiller quelque chose à quelqu'un qui veut embrasser la profession d'éditeur. Et en fait, il y a quelque chose de commun dans ce métier de l'édition à tous ces professionnels, et en même temps il y a un champ possible d'édition qui est faramineux. Donc c'est un métier qui... il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans ce métier, et ça peut être magnifique de l'exercer dans un groupe où il y a des moyens financiers, et ça peut être chouette de faire sa propre route. Ma mère en fait était écrivain, poète, donc on a toujours vécu dans l'écriture avec ma sœur qui par ailleurs elle n'écrit pas, mais en tout cas jusqu'à un certain âge, même elle consignait constamment à l'écrit des tourments, enfin c'était quelque chose qu'on faisait très spontanément dans ma famille, comme un acte domestique, c'était une façon de mettre de l'ordre, de ranger. J'écris, c'est pas une idée qui me tombe dessus, je me mets à consigner les choses
en général douloureuses ou compliquées, ou des choses qui m'échappent, je me mets à écrire pour les fixer quelque part. Et donc, logiquement, naturellement, dans le cours de ce qui m'arrivait, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et du coup, j'ai transféré à l'écrit, ce qui, d'autant plus pour ce qui est comico, c'est d'autant plus douloureux que ça, voilà, elle perdait la mémoire, quoi. Ça vient comme je vis au fil de ce qui m'arrive. Elle était très méchante, j'adorais sa méchanceté avant, mais elle l'a perdue. Elle est malicieuse, elle était... Enfin, c'est quelqu'un d'hyper complexe, quoi. C'est pas juste une... C'était quelqu'un de complexe, d'hyper ambivalent. J'ai du mal à la cerner. Là, moi, ce dont j'ai pu parler, c'est de notre relation. Après, de parler d'elle comme ça, c'est difficile. Ça reste quand même difficile. Enfin, c'est aussi ce qui peut rendre le livre intéressant, c'est aussi, ouais, c'est ce rapport qui est singulier, voilà. Mais je sais pas, oui. En fait, c'est sûr que la vieillesse, ça arrive à tout le monde. Mais après, c'est la façon dont les choses, dont les gens sont ensemble. Je sais pas, moi j'ai l'impression, dès que je me penche sur quelqu'un, j'ai jamais trouvé quelqu'un de banal, par exemple. Donc, si je me penche, je pense que je peux écrire sur n'importe qui et me passionner pour, pas n'importe qui, mais dès qu'on se penche un peu sur les gens, on voit qu'ils ont ils sont toujours surprenants. Enfin, moi, je suis toujours étonnée, en tout cas, au moins de leur ambivalence, au moins de leur contradiction. La normalité, ouais, ça n'existe pas. Moi, je vois pas. Je vois. Enfin, après, ça dépend où on se place. Ça dépend. Voilà, mais quand on s'approche un petit peu des gens, on voit bien qu'ils sont équivoques. Sinon, tout serait beaucoup plus simple, en un sens aussi. J'ai pas prémédité cette fin. Il y avait plusieurs options et puis il se trouve que dans les rangements, puisque en fait j'ai écrit en rangeant, enfin ça faisait partie d'un processus. Tout faisait partie de ce deuil, enfin j'ai dû me délester aussi de l'appartement de ma mère, etc. Donc voilà, il se trouve que j'ai trouvé cette note comme ça par hasard aussi. L'écriture, c'est aussi fait de ça, de hasard. J'aurais pu tomber sur un bouquin et ça m'aurait emporté ailleurs. Mais bon, voilà. Et j'ai trouvé ce texte magnifique et je me souviens en avoir parlé à Charlotte en disant j'ai trouvé la fin. Mais c'était déjà très avancé. Et puis non, j'avais pas... De toute façon, moi, quand j'écris, c'est Flannery O'Connor, Flannery O'Connor qui écrivait... qu'elle disait moi je sais jamais où je vais parce que sinon je m'emmerderais, donc personne pourrait me suivre. Et je pense que quand on écrit, on sait pas trop soi-même, c'est l'aventure, quoi. Après voilà, et j'ai pas non plus envie de savoir comment ça se termine là-dessus parce que c'était mon intuition du moment et puis c'est aussi mon tempérament, même si c'est un livre assez sombre, je suis quand même foncièrement optimiste et puis surtout, le fait d'avoir écrit ce livre me remplit quand même de réconfort. J'étais au maximum de ce dont je peux m'emparer dans quelque chose qui est inéluctable. J'ai aucune solution, il n'y a pas de solution. La solution, il n'y a pas de solution, il n'y a qu'une issue qui sera forcément triste. Mais en tout cas, en tant qu'écrivain... ce dont j'ai pu m'emparer, il est là, il est dans cet objet, et c'est là. Et c'est aussi là où j'ai pu le plus sûrement ranger la mémoire de ma mère. Voilà, je sais que là, elle est à l'abri dans cet objet, dans ce livre, et oui, ça c'est un réconfort. C'est une question que je me pose à chaque fois que je donne à lire, et je me pose tout le temps cette question à un moment donné. Mais pour moi, c'est à partir du moment où, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. À partir du moment où je commence à écrire quelque chose, j'ai des résistances, j'ai des défenses qui se mettent en place, que je surmonte. Enfin, si je les surmonte pas, il se passe rien de toute façon. Et si je les surmonte, il faut assumer, quoi. C'est-à-dire assumer que voilà, ça devient un objet que je peux pas contrôler.
je vais pas nécessairement... Enfin, je veux dire, tout ce que j'ai écrit, je l'assume complètement. C'est cette impression d'entrer dans une intimité, c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que je pense, c'est la distance que j'ai avec les gens, elle est là. Donc elle est peut-être étroite, enfin je sais pas, mais je peux pas de toute façon faire autrement, puisque c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que je me positionne. Après, je pense que malgré tout, oui, je partage, je mets assez vite, enfin, de par mon style, de par, je sais pas, quelque chose qui fait qu'on est vite de plein pied dans une situation. Après, je pense que j'essaie d'écrire d'autant plus simplement, ou de manière crue, comme tu dis, mais moi je pense pas que ce soit cru, je pense que j'essaie d'écrire le plus simplement possible, parce que je pense que ce que je dis, c'est complexe. C'est un cheminement tellement lent et tellement personnel, je conseillerais, je sais pas, je peux pas conseiller à quelqu'un qui a envie d'écrire. Déjà pour moi, quelqu'un qui a envie d'écrire, s'il n'est pas déjà en train d'écrire, ça me paraît problématique, quoi. Donc par contre, quelqu'un qui est en train d'écrire et qui se pose des questions, j'en sais rien, ça dépend où il en est dans l'écriture. C'est vraiment tellement lent, tellement... Enfin, je sais pas, pour moi ça a été un cheminement si lent et ça l'est toujours, semé de doutes, d'envie de renoncer, c'est tellement, je sais pas, c'est vrai, c'est compliqué, c'est très personnel, hein. Je sais pas, en plus je me rends compte, si je parle à un autre auteur, il dira pas du tout les mêmes choses. On écrit pour des raisons quand même différentes les uns et les autres. Je présentais mon travail à des lycéens là, je te raconterai après, c'était marrant. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les gens du festival que les écrivains, ils ont 1000 raisons d'écrire, ils ont une vision de ce que c'est. Moi, c'est pas du tout mon cas, par exemple, où je me sens pas solidaire de tous les... On forme pas une race, quoi. Je me sens pas... Non, mais il y a des gens qui écrivent, je me sens beaucoup plus loin d'eux que mon commis, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de généralité, en fait. Oui, ça c'est génial, une consécration, ouais, ça fait plaisir. Bah, ça fait qu'une fois de plus je vais devoir continuer au lieu de renoncer. Ça fait, bah non mais ça fait, c'est hyper, ça fait super plaisir. Après moi, il m'en faut beaucoup pour m'endormir, enfin ça me fait plaisir une semaine. Maintenant ça y est, je suis super contente, mais je suis pas en train de refaire le film toutes les nuits. C'est bon, je suis très contente parce que j'espère que surtout ça donne plus de visibilité. Voilà, après moi je suis toujours sur un autre projet, donc je suis déjà tourmentée par le prochain. Il y a un décalage en fait quand le livre sort, et puis on est en général sur autre chose, donc c'est garder la tête sur les épaules aussi. Donc je sais pas, là je suis sur un prochain roman, et on verra. Yes, Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from